Pascale Pierrat, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue sur Frontières. Vous êtes magistrate pénaliste, ancienne juge d'instruction et eurodéputée du Rassemblement national. Vous siégez au groupe Patriotes pour l'Europe, aux commissions Affaires juridiques et de l'industrie et de recherche de l'énergie. Votre parcours un peu atypique, de la robe de magistrate à l'hémicycle européen, vous place au cœur des débats sur l'indépendance et l'efficacité de la justice française. Alors, comme le veut la tradition de cette émission, j'aimerais vous faire réagir à une citation. Celle que j'ai choisie vient de Blaise Pascal. « La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique ». Qu'en pensez-vous ? Rien à ajouter. Tout est absolument dit. C'est encore une vérité, comme souvent les citations de Blaise Pascal. Alors Pascale Pierrat, dans cet entretien, on va revenir sur votre parcours, sur votre action en tant que magistrate et sur vos actions au Parlement européen. Mais avant de revenir sur tout cela, j'aimerais vous faire réagir. L'Institut pour la justice a sorti un documentaire intitulé « Comment la gauche a pris le pouvoir », qui illustre justement la crise actuelle que rencontre le système judiciaire et la magistrature. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que, pour vous, il y a vraiment une prise de pouvoir de la gauche, que ce soit dans peut-être l'influence sur les nominations des juges, sur la formation ou sur les décisions qui seraient prises au détriment de la neutralité ? C'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet pour lequel il faut se garder, je pense, des idées préconçues et toujours avoir un peu de sens de la nuance. Alors, tout cela est vrai si on se réfère à l'historique du syndicat de la magistrature, puisque c'est de ça dont on parle en réalité. Le syndicat de la magistrature, quand il est créé en 68, inscrit dans sa déclaration de création que la politique doit entrer dans les prétoires. Bon, ça c'est une fondation qui va véritablement déterminer l'action politique du syndicat de la magistrature, et on voit dès ce moment-là qu'il va y avoir un problème d'impartialité, en réalité. Par la suite, le syndicat de la magistrature a multiplié les déclarations, les actions de la même nature. Je prends quelques exemples. Quelques années après, on a la harangue de Baudot, comme vous le savez, qui est cette harangue d'un substitut du procureur de Marseille, me semble-t-il, qui déclare qu'il convient de choisir le voleur au volé, le locataire au propriétaire, etc., pour en faire, si vous voulez, un ADN de qui doit être contre qui. Voilà. Ça inscrit aussi les communications qui seront celles les actions même qui seront celles du syndicat de la magistrature. Plus récemment, on a évidemment le mur des cons. On a également, à chaque fois qu'il y a une élection, une opposition publique et marquée à faire barrage aux candidats du Rassemblement national. Donc là, on sent bien, évidemment, on le constate, qu'on déborde du cadre du strict syndicalisme. Et ça, c'est un problème. Évidemment, c'est un problème. Lorsqu'il a été créé, le syndicat de la magistrature, enfin ses membres en tout cas, ont progressivement atteint les niveaux d'hiérarchie du ministère de la Justice. Bon. Évidemment, à la faveur des doctrines, notamment celle de la défense sociale nouvelle qui était très en vogue à l'époque, évidemment, ceci a teinté d'idéologie un certain nombre de choix doctrinaux et de choix de politique pénale. Moi, je n'en disconviens pas, je fais ce constat, voilà. Néanmoins, réduire la magistrature et l'immense majorité des gens qui y travaillent, je veux parler des magistrats, des greffiers, de tout le personnel qui entoure l'action judiciaire, réduire cette polémique, réduire le corps de la magistrature à cette polémique n'est pas conforme à la réalité. Parce que dans l'immense majorité des cas, et je peux en témoigner pour avoir été 10 ans avocat et plus de 20 ans magistrat pénaliste, dans l'immense majorité des cas, il ne s'agit pas de rendre des décisions politiques, il s'agit de rendre des décisions avec les outils que la loi nous donne. Bon, alors une fois qu'on a dit ça,
on ne peut évidemment que constater qu'il y a un désamour entre la justice et la population. Enfin, tous les sondages le montrent assez régulièrement. Je crois qu'on a atteint récemment 70% d'insatisfaits. Enfin, bon. Donc évidemment, ça pose problème. Évidemment, ça pose problème. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le problème n'est pas que celui du syndicat de la magistrature. Ça, c'est un logiciel qui me paraît un peu vieilli, si vous voulez. Il y a plein d'autres raisons qui expliquent ce manque de confiance de la part de la population et des justiciables, et qui expliquent l'incompréhension que la population a d'un certain nombre de décisions. Il y a plein d'autres raisons. Dans la Constitution, il est écrit que la justice doit être rendue au nom du peuple français. Est-ce que selon vous, c'est toujours le cas ? Alors, c'est évidemment toujours le cas, ça doit être le cap, et le seul. J'indique d'ailleurs que le chapitre qu'a bien voulu me consacrer Jordan Bardella dans son livre porte ce titre, et vous savez que la justice est rendue au nom du peuple français. Au nom du peuple français, c'est la formule qui figure sur tous les jugements qui sont rendus par toutes les juridictions de France et de Navarre. Donc c'est particulièrement vrai, et ça doit rester, quoi qu'il arrive, la boussole de l'action judiciaire. Chers amis, excusez-moi, je vous coupe dans cet entretien. C'est le moment de la grande campagne de dons de Frontières. Jusqu'au 31 décembre, vous pouvez faire un don défiscalisé à 66%. Cela va servir à quoi? Tout simplement déjà à financer les nombreux procès que nous avons contre nous. J'ai été traîné devant les tribunaux avec Frontières près d'une dizaine de fois, une trentaine de plaintes contre nous de la Ligue des droits de l'homme, SOS Racisme, des avocats en droit des étrangers. Il faut absolument nous soutenir. Ils veulent nous interdire et nous faire taire, mais vous êtes là, je l'espère. À très vite sur www.frontieresmedia.fr et merci aux donateurs. Alors justement, vous en avez parlé, Jordan Bardella vous a consacré un chapitre dans son dernier ouvrage dans lequel il revient sur votre parcours, il dresse votre portrait. Est-ce que justement vous pouvez nous rappeler votre parcours en tant que magistrate? Alors, je n'aurais pas été magistrat si je n'avais pas été avocat avant. J'ai été avocat pendant 10 ans au barreau de Paris. J'y ai exercé dans divers domaines, et notamment déjà le droit pénal. Et je suis entrée dans la magistrature après 10 ans de barreau par le biais de ce qu'on appelle l'article 18, c'est-à-dire que c'est une sélection à laquelle se prêtent un certain nombre de candidats qui permet à l'issue d'intégrer l'École nationale de la magistrature et, j'insiste, d'y faire le parcours complet de scolarité. Voilà, donc je suis entrée dans la magistrature en 2002 et j'ai effectué toute ma scolarité, passé le concours de sortie, etc. Et à partir de là, j'ai choisi d'exercer toutes les fonctions pénales, sauf celle de juge de l'application des peines. C'est-à-dire que j'ai commencé par le parquet, dans les Hauts-de-France. Ensuite, je suis devenue juge du siège, juge d'instruction. J'ai présidé des audiences correctionnelles et j'ai également été juge des libertés et de la détention. Donc, j'ai vu l'intégralité du fonctionnement de ce qu'on appelle la chaîne pénale. Je suis un magistrat tout-terrain. Alors peut-être nous raconter, est-ce qu'il y a des affaires qui vous ont plus marqué que d'autres? Bien sûr, bien sûr. C'est un métier dans lequel, surtout quand on est pénaliste, c'est un métier dans lequel on est très confronté à l'horreur dans tous ses degrés, et dans des degrés que n'imagine pas l'opinion publique. Et en fait, à chaque fois que vous tombez sur une affaire qui vous touche, qui est particulièrement horrible, eh bien, vous ne savez pas si le lendemain, vous n'atteindrez pas le degré supérieur. C'est ça qui est absolument incroyable. D'ailleurs, on le voit aux assises, puisque j'ai pratiqué les assises, à la fois comme avocat général et comme magistrat assesseur. Aux assises, on rentre dans des vies, on découvre des phénomènes que l'opinion publique est loin d'imaginer. Si vous voulez, vous avez un accès direct à ce que l'humanité fait parfois de plus horrible. Alors évidemment, il y a des affaires qui marquent.
Il y a des affaires qui marquent parce qu'elles font écho à sa vie personnelle, même s'il faut absolument s'en défendre. Il y a des affaires qui marquent parce qu'elles mettent en cause des enfants. J'ai en tête, en effet, un procès pour lequel j'avais été très, très émue. Je le présidais, il s'agissait d'un homicide routier, dans lequel 2 petits garçons avaient perdu la vie. Et évidemment, tout cela bouleverse. J'ai en tête des affaires dans lesquelles des jeunes enfants ont été torturés. J'ai en tête des parcours de vie difficiles. Et là, personne ne s'imagine à quel point il y a des vies dont la trajectoire est compliquée, des gens qui sont dans la survie permanente, des victimes qui ne vivront plus, pour ainsi dire. Alors voilà, donc évidemment, tout cela, on peut pas faire 30 ans de monde judiciaire et plus de 20 ans de magistrature sans être touché par un certain nombre de choses, soit parce qu'elles font écho à des données personnelles, soit parce qu'elles vous disent quelque chose de là où va la société. Et là, vous prenez peur. Ces affaires sordides, on en croise malheureusement beaucoup encore aujourd'hui. Je pense évidemment à l'affaire Lola, qui a choqué, je pense, 99% des gens, hormis peut-être les psychopathes dans ce pays. Comment est-ce que le fait de revoir des affaires comme ça aujourd'hui, est-ce que ça vous évoque des parallèles avec ce que vous avez pu vivre en tant que magistrate? Est-ce que vous n'avez pas aussi un peu ce sentiment d'impuissance de la justice française de voir que finalement ça continue et qu'il y a peut-être un sentiment d'oubli ou d'effacement ou de manque de moyens? Alors je dirais pas d'oubli, parce que le procès de l'affaire Lola a été quand même très porté, je pense, à toucher la grande majorité des gens, évidemment. Parce que c'était l'atteinte à l'innocence même, une petite fille. Et puis ce qui marquait l'opinion, si vous voulez, c'est quand même le fait que l'auteur soit une femme. Et ça, c'est pas très fréquent. Donc évidemment, ça marque l'opinion. Évidemment, l'opinion est de plus en plus sensible à ce genre de procès, à juste titre quand il s'agit d'OQTF. Revenons-en au syndicat de la magistrature. Le syndicat de la magistrature a été l'un de ceux qui a vilipendé la récupération de l'affaire Lola en expliquant qu'on ne peut pas réduire cette affaire à une affaire d'immigration irrégulière. Eh bien, moi, je vais vous dire que si. Parce que quand vous avez les parents en face de vous, quand vous leur expliquez que leur fille a été violée et tuée par un type qui n'avait plus rien à faire sur le territoire, mais bien sûr que ça a à voir avec l'immigration irrégulière, illégale, bien sûr. Vous voyez, ça vient percuter quand même une espèce de tabou établi pendant des années, pendant lesquelles on n'osait pas faire cette relation, pendant lesquelles on ne parlait pas de ça. Voilà. Donc tout ça, évidemment, vient marquer l'opinion, permet à l'opinion de jeter un regard également assez critique sur le fonctionnement de l'institution dans l'affaire. C'était le cas, puisque souvenez-vous que l'auteur avait été libéré d'un centre de rétention administrative, puisque le consulat n'avait pas envoyé en temps et en heure le laissez-passer qui permettait de le renvoyer dans son pays. Évidemment, quand vous expliquez ça aux gens, les gens font le constat de l'impuissance. Bon, je voudrais quand même rappeler qu'ici, le magistrat a appliqué la loi, et que c'est la loi qu'il faudrait réviser, parce qu'évidemment, c'est scandaleux. Évidemment, c'est scandaleux. Et on voit bien d'ailleurs que pendant des années, le tabou a été tel qu'il était interdit de discuter de cela. Il était absolument interdit de critiquer la politique à l'égard des OQTF, etc., etc. Pour revenir sur votre parcours, comment est-ce que toutes ces expériences marquantes ont pu façonner votre vision de la justice?
Cette vision, c'est l'expérience. C'est l'expérience, c'est le fait d'avoir vu pendant des années les politiques pénales menées ne pas répondre aux problèmes que nous avions. Alors évidemment, ça, vous ne pouvez pas le constater tout de suite. Quand vous êtes jeune, pardon pour les jeunes, et que vous n'avez pas encore suffisamment de recul. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on est magistrat pénaliste, assez rapidement, au fil des expériences, à force de voir des affaires, à force de sentir l'humain, à force de constater par quel courant est traversée la société, eh bien, à ce moment-là, on se rend compte que les politiques pénales ne répondent plus. Et là, petit à petit, on se rend compte de l'impuissance qui est la nôtre, et on se rend compte aussi du carcan que représentent certaines lois, et on comprend aussi, du coup, le mécontentement des justiciables. Vous avez rejoint le Rassemblement national en 2024. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette transition justement entre magistrature et politique? Comment est-ce que vous en êtes arrivé, après 20 ans de service au sein de la magistrature, à rejoindre le Rassemblement national et vous engager en politique? Alors, c'est une question qui est intéressante parce que justement, elle est dans le droit fil de ce que je viens d'expliquer. Lorsque, pendant 30 ans, vous constatez dans votre expérience que le pouvoir ne répond plus, que les politiques pénales ne répondent plus à ce que vous voyez tous les jours, que l'institution se débat avec le manque de moyens qu'on connaît, etc. Bon. Eh bien, à un moment donné, vous avez forcément une conscience politique, parce que vous êtes magistrat, vous n'en êtes pas moins citoyen. Vous constatez d'ailleurs plus vite que l'opinion publique à quel point les choses se dégradent. Moi, j'ai pu faire ce constat au cours des dernières 20 dernières années. Eh bien, lorsque vous constatez cela, que vous voyez que vous êtes dans une espèce d'impasse pour répondre aux problématiques qui se posent, en tant que citoyen, vous observez le discours politique, vous écoutez, et ça a été mon cas, et je n'ai pas eu de mal à considérer que, au regard de ce que je voyais, les propositions portées par le Rassemblement national étaient les plus pertinentes si on voulait vraiment que les choses puissent changer. Et c'est à cette faveur-là que j'ai décidé de m'engager. Comment est-ce que vous arrivez à concilier votre expérience de magistrate avec votre expérience politique actuelle? Tandis que la justice et le politique sont des pouvoirs séparés, comment est-ce que vous arrivez un peu à jongler entre ces deux mondes? Écoutez, je ne pourrais pas aujourd'hui m'engager politiquement si je n'étais pas juriste. C'est particulièrement pertinent d'ailleurs quand on travaille au Parlement européen, puisque vous savez qu'il s'agit d'une usine normative incroyable, et je crois que l'œil du juriste est absolument essentiel. Donc j'ai la chance, précisément, de pouvoir avoir eu l'expérience du terrain, l'expérience de la règle, pour pouvoir aujourd'hui potentialiser cette expérience en prenant des positions au Parlement européen. Je suis membre de la commission Affaires juridiques, précisément, et l'expérience que j'ai est absolument précieuse pour pouvoir prendre parti et pour pouvoir défendre autant que faire se peut l'intérêt de la loi nationale. Alors entrons dans le dur du sujet, si je puis dire, les dysfonctionnements de la justice française. Quels sont, selon vous, Pascale Pierrat, les principaux dysfonctionnements que vous avez pu constater de l'intérieur de la magistrature? Est-ce le manque de moyens humains ou matériels? Est-ce la lenteur des procédures judiciaires? Ou alors peut-être l'insuffisance de l'exécution des peines? On parlait justement de ce sentiment d'impunité de la plupart des Français. Comment est-ce que vous l'expliquez? Tout cela est évidemment lié.
Un manque de moyens, c'est absolument certain. Un manque de moyens depuis des dizaines d'années, en réalité. Parce que si on en est aujourd'hui à courir après le dernier wagon, c'est parce que on a laissé le dernier wagon du dernier train. En fait, on paye là l'immobilisme qui a présidé au monde judiciaire depuis 30 ou 40 ans. Donc, tout cela est parfaitement lié. Les moyens, c'est absolument évident. Mais enfin, les moyens, ça n'a pas de sens si ce n'est pas dicté par une volonté politique. Et quand on s'attache à regarder un peu quelles ont été les volontés politiques exprimées, on se rend compte qu'elles sont contradictoires. À un moment donné, il fallait vider les prisons. Après, il fallait les remplir. Puis pour finir, on n'avait plus de place de prison. Bon, vous voyez, donc il y a un problème. Il y a un manque de vision globale. Il y a eu, je dirais, un manque de courage politique à cet égard. Réellement, il y a eu un manque de courage politique. Parce qu'on a aussi une vie politique qui vit sur la communication, sur des coups médiatiques. Alors évidemment, c'est beaucoup moins vendeur d'un point de vue de la communication que de se dire on va s'attacher à un plan bâtimentaire qui va durer 10 ans, on va réorganiser le budget de la justice de telle façon et ça va prendre plusieurs années. Tout ça n'est pas vendeur du point de vue de la communication et donc tout est parti à volo. Aujourd'hui, la machine judiciaire, elle a comme principal défaut au regard de l'opinion, et ça je le comprends parfaitement, de ne pas faire effectuer les peines pour lesquelles les gens sont condamnés. Donc c'est la question des remises de peine, c'est la question de la distorsion qu'il y a entre la peine qui est prononcée par un tribunal et la peine exécutée. Remise de peine aussi qui s'explique par le turnover obligatoire, par le manque de moyens. Absolument. Absolument. C'est tout à fait le serpent qui se mord la queue. Vous ne pouvez pas à la fois défendre le principe de la peine pour qu'il soit compris par les justiciables, enfin ceux-là même qui payent la justice quand même, et à la fois faire de la gestion hôtelière. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas compatible en réalité. Et puis, il y a le temps long. Quel est le ministre de la Justice depuis 30 ans qui a exposé les choses sur le temps long? Or, évidemment, on ne fait pas bouger une telle machine sans le temps long. On ne peut avoir des résultats qu'en intégrant, alors certes des mesures qui peuvent être prises rapidement, mais qu'en intégrant tout cela dans un plan à longue échéance. Peut-être rentrons dans le détail des moyens, peut-être avec des chiffres. Selon vous, est-ce qu'il faudrait plus de postes, plus de prisons? Combien on en a actuellement? Combien est-ce qu'il en faudrait? Alors, si on part des prisons, il faudrait au moins 60 000 places supplémentaires. Je vous rappelle que Emmanuel Macron en avait promis 15 000. Au bout du compte, on en a fait 3 000, 3 500. J'ai l'habitude de dire qu'il nous en doit encore 12 000. Mais non content de nous en devoir encore 12 000, récemment, il a été indiqué qu'on allait encore en rajouter 3 000 au plan qui était prévu. Bon, bref, on rajoute des briques, mais on ne commence pas à construire le mur, si vous voulez. Donc tout ça n'a pas de sens. Tout ça est de la communication, parce qu'à la fin, on est toujours en surpopulation carcérale, parfois de 200% dans certains établissements pénitentiaires, et on en est toujours, du coup, à faire des politiques de turnover qui permettent d'incarcérer les nouveaux en lâchant les anciens, etc. Bon, bref, tout ça ne peut pas être compris par l'opinion. C'est vrai aussi pour le nombre de magistrats. Enfin, au niveau européen, il y a des études qui sont faites depuis des années. En Europe, dans un groupe de pays comparables, vous avez 22 juges du siège pour 100 000 habitants. En France, on en a 11. Bon, vous voyez qu'il y a un problème. Prenons les procureurs. En moyenne, 11 procureurs pour 100 000 habitants. En Europe, dans notre groupe de pays comparables. En France, 3 procureurs pour 100 000 habitants. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Et pourquoi alors justement? Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas plus? On n'en a pas plus parce que les budgets n'ont jamais été donnés tout pour ça. Parce que si vous augmentez, il faudrait au moins augmenter du double les effectifs de magistrats. Il vous faut des bâtiments. Parce qu'il faut faire tourner les audiences. Il vous faut des greffiers. Il vous faut du personnel administratif, etc. Et ce plan à grande échelle n'a jamais été fait.
n'a jamais été fait parce qu'on a contingenté le fonctionnement de la justice à une espèce de fonctionnement au mois le mois. D'affaires courantes. Les affaires courantes, voilà. Puis tant que ça déborde pas, ça déborde pas. Voilà. Aujourd'hui, on peut faire ces constats-là. Aujourd'hui, évidemment, d'un point de vue budgétaire, même si il y a eu quelques augmentations ces dernières années, enfin, c'est des augmentations qui ont fini par être accordées parce que la bronca devenait visible. Parce qu'il y a un certain nombre de magistrats qui ont dit non. On ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Bon, donc à partir de là, et les avocats pareil, enfin, les avocats ne peuvent pas admettre les délais de jugement pour leurs clients, et puis tout ce qui enraye la machine et qui fait que les jugements sont rendus avec retard, etc., etc. Bon, le budget de la justice avait été augmenté parce qu'il y a eu cette bronca. Hein, il faut bien le poser, ça. Aujourd'hui, par exemple, la justice pénale tient par le fait qu'on appelle des magistrats temporaires à venir siéger. Bon, ce qu'on appelle des MTT, des magistrats temporaires. Bon, aujourd'hui, alors on leur contingente leur participation aux audiences correctionnelles par tribunal, par année, etc. Aujourd'hui, il y a des tribunaux dans lesquels il n'y a plus assez de vacations à donner au MTT. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Vous voyez bien qu'on est sans arrêt dans une situation d'étouffement. Il faut creuser toujours plus profondément. Chaque fois qu'on découvre un problème, il y en a un autre par-dessous. Voilà. Je reviens vite fait sur la question des prisons, parce que souvent on dit oui, mais on aimerait construire des prisons, mais on ne peut pas parce qu'on ne sait pas où les mettre. Il y a toute cette question de oui, les villes ne veulent pas forcément avoir d'immenses centres pénitentiaires. Mais il y a des politiques d'aménagement du territoire. Enfin, les prisons qui existent, il a bien fallu les construire à un moment donné. Il a bien fallu des permis de construire. Il a bien fallu que la population l'accepte. Bon, alors pourquoi ce qui a été possible il y a 40 ans ne serait pas possible aujourd'hui ? Enfin, là, on fait de ce problème un faux problème. Je crois qu'il faut avoir... ça rentre dans la politique d'aménagement du territoire, d'ailleurs. Je pense qu'il faut avoir une politique tout à fait volontariste à cet égard. Et il faut arrêter de se dire que ce n'est pas possible. Est-ce que, Pascal Pirard, vous pensez que l'École nationale de la magistrature a joué un rôle dans ce délitement de la justice ? Parce qu'on a souvent l'impression que la ligne de conduite donnée aux juges et aux magistrats, c'est de plutôt protéger la victime dans une logique de justice réhabilitative, de comprendre le parcours, etc. Pas la victime, du coupable, pardon. Le coupable. Plutôt justement à l'inverse de la victime, qui se retrouve malheureusement dans cette situation où on s'attache plus au coupable qu'à cette victime. Est-ce que vous pensez que l'École nationale de la magistrature a joué un rôle dans tout ça ? Ça peut être le cas dans les années 70, au moment de l'émergence du syndicat de la magistrature. Ça peut être le cas parce que ce n'était pas l'école elle-même, mais si vous voulez, c'était l'ambiance doctrinale générale. Donc l'école a évidemment aussi véhiculé ce genre de choses. Bon, maintenant je vais vous dire... Aujourd'hui, à l'École nationale de la magistrature, vous avez des gens, la plupart des gens qui rentrent par le premier concours, qui ont entre 25 et 30 ans. Moi, je crois que la conscience politique des gens à 25 ou 30 ans, elle est déjà figée. C'est pas parce que vous passez par l'École de la magistrature que vous allez être endoctriné. La conscience politique des gens est là. Ce sont des gens qui ont en général un parcours important en matière juridique. Donc je crois que la conscience, elle est là. Non, je crois que si ça a pu être historiquement un problème, le problème n'est pas là aujourd'hui. Le problème, c'est que vous avez, dans la magistrature comme ailleurs, des courants de pensée qui traversent ce corps. Comme il traverse un certain nombre de corps de la République. Voilà. Donc vous avez pour faire simple, les gens des villes et les gens des campagnes, par exemple, qui n'ont pas le même point de vue sur les choses. Vous avez un certain nombre de gens, de jeunes magistrats qui sont urbains et qui ont peut-être des réflexes un peu bobos, parce que eux-mêmes n'ayant jamais été confrontés à une certaine réalité.
Voilà. Je crois que c'est plutôt de ça dont notre société est atteinte, en dehors de la question stricto sensu de la magistrature. Encore une fois, la critique de l'école nationale de la magistrature, elle a été pertinente dans les années 70. Bon, aujourd'hui, je crois que si on veut progresser, il faut s'interroger plus globalement. Je vous pose cette question sur l'école de la magistrature, parce que souvent on a ce cliché des nouvelles promos justement actuelles de jeunes femmes de 25 ans, plutôt de gauche, parce que c'est Paris, etc. Et donc très dans cette logique, voilà, justice, veiller à ce que la victime ne prenne pas trop cher, etc. Comment est-ce Non, pas la victime. Le coupable, pardon. Moi, je pense à l'endroit, donc j'ai du mal à comprendre un peu le fonctionnement de leur pensée. Comment justement c'est peut-être très aussi intéressant en tant que femme, on a peut-être tendance à penser que les femmes seraient moins dures et provoqueraient ce laxisme. Parfaitement faux. Les femmes sont beaucoup plus dures. C'est parfaitement faux. Ça aussi, c'est une idée qui est véhiculée, je sais, dans certains courants de pensée, de dire la justice est devenue laxiste parce qu'elle est majoritairement rendue par des femmes. Bon. Interrogez des avocats hommes, vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. Les femmes sont beaucoup plus tenaces et beaucoup plus dures que les hommes, je crois, en la matière. Il y a deux citations qui ont fortement marqué l'actualité à leur époque, sur lesquelles j'aurais voulu vous faire réagir. La première, c'est évidemment Éric Dupond-Moretti, à l'époque ministre de la Justice, qui évoquait un sentiment d'insécurité exacerbé par justement toutes ces failles, etc. Comment est-ce que vous l'avez vécu sur le moment? C'est un mépris absolu. Venant d'un part de la ministre de la Justice. Alors, c'est un mépris absolu, un déni du réel complet. Quand ces mots sont prononcés, ils l'avaient déjà été par d'autres, par un ministre de la Justice, je vous assure que pour les professionnels de la justice, en particulier en matière pénale, c'est un cauchemar d'entendre ça. Enfin, il suffit d'aller tous les jours dans un tribunal correctionnel pour se rendre compte qu'on ne parle pas de sentiments. On parle de victimes qui sont véritablement atteintes dans leur chair, véritablement atteintes dans leur vie, qui pour un certain nombre d'entre elles ne se remettront jamais de ce qui leur est arrivé. Et ces personnes, on vient leur parler de sentiments, alors que la hausse de la délinquance est absolument stupéfiante, de mois en mois, de trimestre en trimestre, d'année en année. On parle de sentiments. Enfin, évidemment, les Français n'ont pas été dupes. D'ailleurs, ces déclarations ont été très, très critiquées. Mais là, vous voyez, il y a le déni du réel. C'est-à-dire que vous avez le mépris de ce que vit la population. Cette population qui ne fait pas d'histoire, mais qui a peur quand les enfants sortent le samedi soir. Vous avez le mépris des professionnels de la justice, qui quand même voient ça tous les jours. Enfin, moi, je n'ai pas eu l'impression pendant plus de 20 ans, de juger des sentiments, si vous voulez. Moi, j'ai jugé des faits. Bon. Ce genre de déclaration participe au rejet de la classe politique, de cette classe politique. Et ça, les Français n'en sont pas dupes. Autre citation marquante, c'était en 2022, c'était le secrétaire général du syndicat Alliance Police qui déclarait « Le problème de la police, c'est la justice ». Alors, est-ce que vous partagez cette analyse et comment est-ce que vous pouvez expliquer cette dégradation des relations entre justement la police et la justice? J'ai un infini respect pour les policiers et pour ce corps. Mon père était policier d'ailleurs. Mais je crois que faire de la justice, de la part de la police, un bouc émissaire permanent, c'est déloyal. C'est déloyal pourquoi? C'est déloyal parce que quand les policiers se plaignent d'un certain nombre de décisions, c'est parfois parce que les procédures ne sont pas bien faites. Je crois que c'est être honnête intellectuellement que de le dire. Et puis, c'est déloyal parce que cela met à néant le travail conjoint qui s'exerce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
entre les magistrats du parquet et la police et la gendarmerie. Et ce travail, il est absolument réel. Et c'est une coopération de chaque instant. Donc, vous voyez, là encore, faire de la justice le bouc émissaire, ce n'est pas conforme à la réalité. Et puis, je vais vous dire, à la fin, c'est facile. Pourquoi ? Parce que la justice, elle, c'est la deuxième grande muette. Les magistrats n'ont pas le droit de s'exprimer. Ils ont un devoir de réserve. Ils ont un devoir de réserve qui est très, très surveillé. Donc, vous voyez, c'est faire de la justice une espèce de bouc émissaire facile. Et ce n'est pas rendre service à la vérité que d'avoir aussi peu de nuances. Est-ce que, Pascal Pirat, vous constatez une justice à deux vitesses dans notre pays? Si on prend par exemple l'affaire Nicolas Sarkozy, sa condamnation, il y a une gigantesque médiatisation qui est évidemment due au fait que Nicolas Sarkozy est l'ancien président, et à des affaires peut-être beaucoup plus... qui ont beaucoup plus marqué les gens. Quand on se met à la place du citoyen français, on a l'impression justement que, en plus d'un laxisme, qu'il y a une justice à deux vitesses, le côté faible avec les forts et fort avec les faibles. Si on prend par exemple ce qui se passe aujourd'hui avec les agriculteurs, l'État a déployé des moyens considérables contre les agriculteurs, mais sont incapables d'envoyer le moindre véhicule dans les cités. Est-ce que vous remarquez aussi ce côté vraiment de vitesse dans la justice ? Oui. Après, je pense que ça, c'est pas le fait de la justice. Hein. Ça, c'est le fait du pouvoir médiatique, d'abord, qui choisit de braquer le projecteur sur certains faits et pas d'autres. Encore que ça commence à changer, parce que je trouve quand même que la sphère médiatique s'intéresse de plus en plus à des réalités criminelles dont elle ne parlait jamais auparavant. Donc je pense que ça, c'est un peu en train de changer. Il y a une justice à deux vitesses, du point de vue médiatique, donc oui. Puis, il y a une justice à deux vitesses quand il s'agit d'une affaire impliquant des hommes et des femmes politiques et le citoyen lambda, bien sûr. Vous voyez bien ce qui se passe autour du parquet national financier, dont on dit qu'il accélère certaines procédures par rapport à certains hommes politiques et qu'il en retarde d'autres. Bon, voilà. Pascal Pirat, arrivons maintenant sur les réformes peut-être à faire, sur les solutions. Si jamais demain le Rassemblement national était au pouvoir, quelles seraient les réformes urgentes que vous proposeriez et que vous mettriez en application pour restaurer l'autorité de la justice ? Alors, vous le savez, nous, on a été, je crois, les premiers à réfléchir et à proposer un certain nombre de choses dont j'observe d'ailleurs qu'elles sont les unes après les autres reprises par Gérald Darmanin. L'abaissement de la majorité pénale est une piste s'agissant des mineurs. La sacralisation de l'intégrité physique. C'est-à-dire que je crois qu'il faut rétablir des peines planchées pour un certain nombre de délits, et notamment lorsqu'il s'agit d'attenter à l'intégrité physique du corps des policiers, des magistrats, des infirmières, enfin toutes les personnes qui participent d'une manière ou d'une autre à l'exercice d'une mission de service public. Là, il y a des peines planchées. Il y a des réformes à mener très importantes sur l'exécution des peines. Il n'est plus acceptable que la plupart des condamnés de ce pays ne fassent pas les peines pour lesquelles ils ont été condamnés. Ça, l'opinion ne peut plus le tolérer. Voilà. Et c'est bien normal, d'ailleurs. C'est bien normal. Rappelons-nous, la justice est rendue au nom du peuple français, c'est tout dire. Donc, il y a un certain nombre de mesures comme celle-ci. Il faut lever le tabou de la prison, de la détention. Alors maintenant, on est en train de nous dire il faut appliquer des courtes peines, mais des peines de prison qui soient certaines.
Bon, enfin, ça, le Rassemblement national le dit depuis des années. Il faut lever le tabou de la détention. Il faut, si vous voulez, rétablir la confiance entre la population et sa justice. Justice qui est rendue en son nom. Il faut rétablir la confiance. On part d'un constat. La situation est absolument criminogène dans tout le pays. On voit qu'il ne s'agit plus que des centres urbains, mais également des campagnes. Les Français voient bien que les phénomènes s'accélèrent, et tout ça est objectivé par les statistiques même du ministre de l'Intérieur, c'est dire. Donc là, il faut des réponses absolument fermes. L'arsenal pénal existe. Il faut l'appliquer. Quand les décisions ne sont pas à la hauteur des enjeux, il faut que les parquets fassent appel. J'encourage tout le monde à toujours vérifier si un appel a été interjeté par le parquet, avant toute polémique. Vous voyez, il y a un certain nombre... Il faut reprendre le contrôle par la restauration de l'autorité, à tous les niveaux. Alors, il y a l'échelle nationale, mais il y a également l'échelle européenne. Est-ce qu'on pourrait retrouver notre souveraineté? Est-ce qu'on pourrait restaurer l'ordre et l'autorité judiciaire? Absolument. Absolument. Bruxelles ne bloquerait pas? Non, alors, il y a eu un certain nombre de règles qui ont été, si je puis dire, contaminées par le droit européen. On le voit par exemple en matière pénitentiaire, s'agissant des fouilles, un certain nombre de choses comme ça. Mais moi, je prends l'exemple de l'Italie, un pays dans lequel je me suis rendue il y a quelques semaines. J'ai rencontré le procureur de Naples, Nicola Gratteri, où j'ai visité une prison de haute sécurité. Enfin, que je sache, l'Italie fait partie de l'Union européenne, et je peux vous dire qu'elle envisage les choses tout à fait autrement depuis des années, que les prisons sont tenues, que la grande délinquance est poursuivie, sans complexe. Donc, je crois que c'est parfaitement possible. Encore une fois, c'est la volonté politique qui est le moteur de tout. Et souvent, on a ce côté aussi, si la justice est trop ferme, on va invoquer la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que vous ne pensez pas que la Cour européenne des droits de l'homme peut être un frein au fait de restaurer l'autorité judiciaire? Je crois que, évidemment, à partir du moment où il y a un certain nombre de règles dans la Convention européenne des droits de l'homme, il faut s'attendre à des procès, à des recours, etc. Enfin, en attendant, si vous voulez, rétablir la fermeté, c'est pas quelque chose d'interdit par la Convention européenne des droits de l'homme, ni par aucun texte européen. Donc ça, on peut encore le faire. Encore une fois, on a quand même un arsenal pénal qui est très complet, qui n'a fait qu'augmenter d'ailleurs depuis 20 ans. Donc je crois que les outils sont là. Je crois que ce qu'il faut, c'est briser le tabou de la fermeté. Voilà. Il faut que la fermeté soit assumée dans un certain nombre de domaines. Comment est-ce que vous portez justement actuellement ces questions à travers les différentes commissions aussi, dans lesquelles vous siégez au Parlement européen? Je pense notamment à la commission sur la justice. Alors, la commission des affaires juridiques est une commission qui examine un certain nombre, sous l'angle juridique, un certain nombre de textes qui sont proposés par la Commission européenne, mais surtout, la commission des affaires juridiques, c'est celle qui est en charge des levées d'immunité des parlementaires. Voilà. Et là, alors on touche à un autre problème. Vous savez, il y a énormément de demandes de levée d'immunité des parlementaires. On touche au problème des grands scandales qui ont émaillé la vie du Parlement européen depuis plusieurs années, en fait. Le Qatargate, le Huawei-gate, le Pfizer-gate, etc. Bon, là, un œil averti pour les levées d'immunité est particulièrement précieux, parce que ça permet aussi de prendre la mesure de ce qu'est devenu le Parlement européen, qui, je le crois, est exposé à beaucoup de corruption. Parce qu'on parlait de méfiance des Français vis-à-vis de la justice, il y a aussi une immense méfiance des Français vis-à-vis de l'Union européenne. Donc comment peut-être redonner confiance aussi aux Français dans cette institution? Il y a une immense méfiance. D'abord, c'est un débat qui est enfin, que je sache, on n'interroge jamais sérieusement les Français à cet égard. Hein? C'est-à-dire que depuis la dernière fois qu'on les a interrogés, on ne les a pas vraiment respectés. Alors voilà.
exactement ça. On évite de reposer la question. On a cessé de les interroger, en effet. Il faut d'abord témoigner aussi objectivement possible de ce que l'on voit au niveau européen. Pourquoi ? Parce que cette affaire a plus de 50 ans et que pendant toutes ces années, les populations européennes et les Français en particulier ne percevaient pas les effets de l'Union européenne sur leur vie quotidienne. Je crois que nous vivons un moment de bascule où les gens commencent à se rendre compte, concrètement, de ce que ces règles viennent s'appliquer à leur vie quotidienne. Donc, je crois qu'il y a d'abord, il faut témoigner de ce qu'on voit. Ensuite, il faut essayer, au sein du Parlement européen, de créer des majorités qui permettent d'enrayer tout cela, en attendant d'être au pouvoir, de faire partie du Conseil et de pouvoir peser de façon beaucoup plus significative, y compris par une politique de chaise vide, sur le fonctionnement de ces institutions. Ça, c'est absolument essentiel. Alors sortons peut-être rapidement des questions judiciaires, parce que vous êtes également membre de la commission Industrie, Recherche et Énergie. Quels sont les autres sujets que vous portez au Parlement européen ? Je sais que par exemple vous faites front contre le Green Deal. Quels sont, voilà, vous pouvez nous parler justement de ces différents éléments sur lesquels vous portez au PE ? Le Green Deal est un phénomène absolument sidérant. Hein. Si vous voulez, c'est la philosophie qui dicte les décisions des institutions européennes depuis plus de 20 ans. C'est une philosophie qui est quasi religieuse, qui n'admet aucune contradiction et qui a des effets, on peut tous le constater, parfaitement délétères sur la France. C'est délétère, on prend les exemples les plus saillants, les factures d'électricité, les factures d'énergie, la désindustrialisation, les tracasseries administratives à tous les niveaux, ça, c'est le Green Deal. Voilà. Donc, il faut évidemment se battre là-dessus. On a obtenu une victoire très significative au Parlement européen là, ces dernières semaines. Il y a un premier texte qui, sous notre impulsion, a pu être détricoté. C'était un texte qui imposait aux sociétés un devoir de vigilance, un devoir de reporting absolument kafkaïen, et pour lequel nous avons réussi à faire reculer les institutions européennes sur ce dogme. C'est-à-dire que nous avons réussi à imposer, au détour d'un processus législatif très compliqué, nous avons réussi à imposer une simplification réelle des conséquences du Green Deal sur le monde des entreprises. Ça donne un peu d'air à l'économie, d'une part. Ça prouve que c'est possible, d'autre part. Alors Pascal Pierrat, peut-être pour conclure cet entretien, quel message est-ce que vous adresseriez à vos anciens collègues magistrats pour redonner confiance justement aux Français dans la justice ? N'oubliez pas que les décisions que vous rendez sont rendues au nom du peuple français. Ne vous enfermez dans aucune tour d'ivoire. Regardez avec autant d'objectivité possible quel est l'état de la délinquance aujourd'hui et quel est le regard que porte sur vous l'opinion publique qui attend légitimement que les choses changent à cet égard. Merci beaucoup Pascal Pierrat.